Paris, 1920. Dans la France d'après-guerre, les conditions de vie sont parfois compliquées. Le Paris des années 20, c'est le Paris des années folles. Mais le Paris des Chinois, c'est pas tout à fait le même. Un Paris fait de petits boulots et où les fins de mois sont difficiles. Ils vivent mal. Ils vivent mal, ils mangent mal. Ils sont souvent malades. Beaucoup sont tuberculeux d'ailleurs. Donc, conditions matérielles, elles sont dures. En théorie, les étudiants travailleurs devaient financer leurs études. Pas de travail, pas d'études. Les promoteurs du mouvement décident alors de supprimer leurs bourses pour créer l'Institut franco-chinois de Lyon. Pourquoi Lyon? Parce que Lyon, c'est une ville qui a toujours eu un intérêt pour la Chine à cause de la soie. D'autre part, le communisme est assez craint à cette époque. Et donc Paris ne semble pas idéal pour ça. Et puis il y a un troisième point, c'est que Lyon offre moins de divertissement. Et donc on pense que les étudiants seront peut-être plus studieux en étudiant à Lyon qu'à Paris. Les jeunes Chinois, eux, voient dans cet établissement qui ouvre en septembre 1921 une possibilité de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Leur enthousiasme va vite retomber. À l'époque, les étudiants chinois en France ne recevaient aucune information sur l'examen d'entrée ou sur la scolarité. Aucune information. Ça fonctionne comme une grande école, si vous voulez. On organise un concours d'entrée et ce concours permet de recruter des gens qui ont déjà fait de solides études en Chine et qui sont donc des vrais étudiants. Parce que les étudiants de l'Institut franco-chinois de Lyon ne travailleront jamais. Et c'est au dernier moment qu'on leur a annoncé qu'ils ne pourraient pas participer. Les intérêts des premiers élèves du mouvement Travail-Études ont été complètement ignorés. Cette école ne peut pas se faire sans eux. Ils réclament, en plus de récupérer leur bourse, de pouvoir intégrer l'Institut. On les méprise, on considère qu'ils ne sont pas à la hauteur. On préfère des étudiants de bon niveau universitaire et social. Ils sont furieux. La marche sur Lyon, connue sous le nom de l'Ida Yundong, est lancée avec comme chef de file Tsai Re-sen et Chen Yi. Leur première revendication, c'est d'avoir le droit de faire des études. Et pour obtenir ces garanties, ils se réunissent et s'organisent. Selon mon père, il s'agit d'une lutte entre l'éducation aristocratique et l'éducation des masses. Les manifestants occupent l'entrée de l'Institut. Ils sont allés pousser des cris devant la porte du fort Saint-Irénée. C'est là qu'ils ont fait une erreur fatale pour eux, c'est qu'ils sont rentrés de force dans le fort. Ils ont forcé la porte et ont occupé les salles de classe en passant par les fenêtres. On leur a envoyé la garde mobile, donc. La police française intervient pour libérer les lieux et enfermer chaque soir les rebelles au fort Montluc, pour les libérer au petit matin. Ils distribuent des tracts à la population lyonnaise pour essayer de gagner la sympathie des Lyonnais. Tracts dans lesquels ils demandent le soutien de la population lyonnaise en disant « écoutez, notre cause est juste ». Et effectivement, c'est difficile à contester. Donc aidez-nous à obtenir que nous puissions donc faire nos études ici. Cette affaire trouve même un écho médiatique. D'après ce qu'on sait donc, de la presse lyonnaise locale, c'est vu comme une manière de curiosité, sans antipathie particulière ni sympathie. C'est quelque chose quand même d'assez mystérieux. C'était des articles plutôt neutres en fait, qui expliquaient la situation sans vraiment prendre parti. Voilà, ils relatent les faits en disant qu'il y a des jeunes venus de Chine qui manifestent. Imaginez à l'époque, c'est un exotisme tout à fait particulier. Pour les autorités françaises, il faut quand même que le mouvement soit vite tué dans l'œuf. Les marcheurs de Lyon n'obtiendront pas gain de cause. Au contraire, leur démarche va même précipiter les événements.
L'ambassade de Chine et la police française ont décidé de les renvoyer au pays par la force, car ils sont considérés comme des fauteurs de troubles. La manifestation des travailleurs étudiants en France, c'est la première lutte qu'il a eue dans sa vie. Et il y a participé de sa propre initiative. Escortés jusqu'à Marseille, 104 élèves sont placés dans le premier paquebot direction Shanghai. Parmi eux se trouvent Tsai Re-sen et Chen Yi. Ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études. Ils étaient partis pour travailler et aller à l'université. Mais après le travail, il n'y avait pas la deuxième étape. Ils ont été renvoyés chez eux. Le mouvement travail-études se poursuit sans eux. Un autre étudiant va reprendre le combat de ses camarades. Il s'appelle Deng Xiaoping, a 16 ans et sera le dirigeant de la Chine dans les années 80. C'est un adolescent. Si vous imaginez un lycéen de 16 ans partant de l'autre côté du monde pour chercher la vérité, c'est quand même quelque chose d'un peu surprenant. Après seulement 5 mois, il est contraint de suspendre ses études, faute d'argent. Deng Xiaoping trouve un premier emploi de fondeur dans les hauts fourneaux du Creusot, un des métiers les plus pénibles à l'époque. Sans formation, il découvre des conditions et un rythme de travail jusque-là inconnus. Le petit bonhomme au Creusot dans un haut fourneau. Il est désavantagé par sa petite taille, qui restera sa caractéristique jusqu'au bout. Au coup de sifflet, il se jette dans l'enfer. C'était physiquement terriblement dur, le travail de manœuvre dans des hauts fourneaux. À une cadence infernale, ils doivent orienter la coulée d'un métal en fusion, portant à bout de bras, pendant près de 12 heures, des barres d'acier de plusieurs dizaines de kilos. Un travail de forçat. Certains meurent, comme le camarade de Chen Yi, qui assiste ici à son enterrement. Ces jeunes Chinois découvrent les vertus de la solidarité. À cette époque, les élèves travaillaient en roulement dans l'usine. Et pour gagner du temps, ceux qui étaient en repos cuisinaient et laissaient toujours une assiette à ceux qui allaient rentrer. Puis ces étudiants retournaient au travail. Ceux qui en revenaient mangeaient et préparaient quelque chose pour le groupe suivant. Les ouvriers travaillent 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui et sont payés 2 fois moins. Considérés comme des apprentis, les étudiants ouvriers chinois ne gagnent que la moitié de ce salaire de misère. Comme il était jeune, son salaire horaire était de 1 franc par heure. À l'usine, il a compris l'autre face de la société capitaliste. Il y avait des conflits entre les contremaîtres et les ouvriers, les premiers intimidant les seconds. En plus, la discrimination raciale envers les Chinois était très importante à l'époque. Deng Xiaoping écrira plus tard: la souffrance de la vie, les insultes des laquais des capitalistes, les contremaîtres, m'ont profondément marqué. Le salaire était misérable. Il ne suffisait pas à nous nourrir. Alors comment pouvait-on même envisager de faire des études? Nos rêves, nos promesses de sauver le pays par l'industrie, apprendre des savoir-faire, sont devenus des illusions. Mais cette expérience m'a au moins servi à une chose, elle m'a fait choisir la voie du marxisme pour ne plus jamais la quitter. Chaque jour est le même. Ils se rendent à l'usine, mangent du pain et de l'eau et vont se coucher.
C'est tout cela qui l'a fait se consacrer entièrement au communisme. Montargis, début de l'année 1922. Après l'expulsion des élèves, la vie reprend son cours normal. Les débats reprennent au jardin d'Urzy. Deng Xiaoping est embauché à l'usine Hutchinson de Chalette-sur-Loing sous le nom de Deng Xixian. Il est affecté à l'atelier des chaussures. On y fabrique des galoches. La plupart, c'est les filles, les femmes qui travaillent dessus, parce que comme il est petit, il est jeune, évidemment, on met là-bas. Il ne se fait pas particulièrement remarquer à l'usine. Il se fait remarquer parmi les Chinois, c'est autre chose. Un talent pour nouer des relations que ses proches ont très vite remarquées. Le jeune Deng Xiaoping s'attire bientôt la sympathie de ses camarades communistes. Il est très actif, souvent bavardé avec gauche et droite, et courtoisie avec tout le monde. Il était plein de vie, aimait sourire et jouer avec des amis. Même plus tard, il ramenait son jeu de cartes avec nous. C'est là qu'il a appris ce qu'était le marxisme. C'est aussi ici qu'il a compris le capitalisme. C'est la révélation. Deng Xiaoping vient de trouver un écho à sa nature profonde. Très vite, il consacre son temps à la politique. C'est travail, mais travail pour gagner un minimum d'argent afin de pouvoir se consacrer donc à la réflexion d'abord et puis surtout très vite à l'action politique. Il passait son temps par le train, est absent pour aller distribuer les tracts. Après seulement quelques mois passés à l'usine de Chalette, il est renvoyé. C'était noté ne pas reprendre dans l'usine parce que je pense qu'il était indiscipliné. À partir de ce moment, il s'est mis sur la voie d'un révolutionnaire professionnel. Deng Xiaoping veut se consacrer entièrement à la révolution. C'est maintenant une évidence pour lui. Si la nouvelle pensée intellectuelle et politique se fait à Paris, il faut aller à Paris, dans une ville où à l'époque tout semble possible. Sans travail, sans argent, Deng part rejoindre ses camarades de lutte dans la capitale. Il adhère au Parti communiste des jeunes Chinois d'Europe, preuve que les idées de Tsai Ing-wen ne sont pas restées lettre morte. Un des fondateurs de ce mouvement, créé avant même qu'il n'existe en Chine, est un jeune homme, mi-journaliste, mi-politicien. Il s'appelle Zhou Enlai. Zhou Enlai, c'est le chef. Et lui, il vient en France sans jamais avoir l'ambition véritablement de travailler. Il n'en a pas besoin. Oui, il vient donc pour faire du journalisme, etc., pour faire de la politique. Hein. C'est ce qu'on appelle un permanent. C'est un professionnel du Parti communiste. Une sorte d'électron libre qui va et qui vient et dont on n'est pas toujours en mesure de savoir à quel endroit il se trouve, ce qu'il fait et au fond quel est son poids. Il est allé également au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et dans bien d'autres pays. On s'aperçoit au fur et à mesure que ce poids est considérable. Zhou Enlai a une personnalité complexe, qui garde toujours au fond de lui une part de mystère. Zhou Enlai, c'est le plus fascinant de tous, parce que c'est certainement celui le plus ouvert, le plus intelligent, le plus cultivé. Dans les premiers temps, Zhou Enlai partage avec le jeune Deng un appartement au 17 de la rue Godefroy, dans le 13e arrondissement.
C'était un appartement tout petit, 10 mètres carrés ou bien 6 à 7 mètres carrés, très petit. Il y avait seulement un lit. C'était Shu Enlai, mon père, et Li Fuchun qui travaillaient et se logeaient dans cette chambre. Et dans cette petite chambre, il lisait, rédigeait des articles, organisait des réunions. Shu Enlai ne faisait pas que l'habiter. Il l'a transformé en siège de la branche communiste. En s'installant à Paris, Deng Xiaoping a une ambition, participer au mouvement communiste. Shu Enlai va l'aider et l'invite à participer à la fabrication d'un journal d'avant-garde. Il y a à l'époque, si vous voulez, des petites revues fort modestes, hein, qui sont des revues de nature politique, pour essayer de faire connaître effectivement le marxisme, le communisme, le syndicalisme. Les articles étaient rédigés par Shu Enlai et Li Fuchun, et mon père se chargeait de graver les planches et de polycopier les articles. Donc les camarades de sa branche l'appelaient amicalement docteur de polycopie ou docteur Ronéotypie, c'était son surnom. Cette histoire et cette passion commune scelleront une amitié indéfectible entre les deux hommes. Mon oncle avait déjà 24-25 ans et Deng Xiaoping n'avait qu'à peine 20 ans. Il était un petit frère. Il a dit une fois que Shu Enlai était la personne la plus intime pour lui pendant toute sa vie. Il a dit que pour lui, Shu Enlai était un frère aîné. À partir de ce moment-là, il a établi une amitié avec Shu Enlai de plus de 50 ans. Paris, à cette époque, est la ville la plus cosmopolite de la planète. Des intellectuels, venus du monde entier, vont faire de la capitale française leur terrain de jeu. Et des années 20, appelées les années folles, la décennie la plus créative du siècle. Les étudiants travailleurs y rencontrent des anarchistes et des marxistes, précurseurs de la pensée politique des classes populaires. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en Chine, toujours, il y a cette volonté d'apprendre des autres. Ils allaient souvent au Café de Flore. C'était un endroit où les élites françaises se fréquentaient, où les pensées se rencontraient. Ils y allaient très souvent, en particulier Shu Enlai. Ils ont demandé au Parti communiste français de leur donner des cours de communisme. On leur envoie quand même, pour leur faire quelques cours, un militant du parti qui s'appellera Popor et qui viendra leur faire quelques cours de marxisme pur et dur dans un bistrot parisien. Allez, camarades, Shu Enlai en faisait parfois un lieu de travail, de réunion, car discuter avec des gens dans les cafés était tout à fait normal. On ne se fait pas remarquer. Les Français s'y rencontrent constamment, alors ils se disaient que des réunions privées n'attireraient pas l'attention des policiers. La police s'inquiète rapidement de ces jeunes militants. Elle les place sous surveillance. On sait comment a fait la police, mais on a des comptes rendus de réunion. La police française, elle est curieusement assez bien faite en ce qui concerne la pénétration des milieux immigrés. Il y a des rivalités entre fascistes et non fascistes, par exemple parmi les Italiens. On se tient aussi au courant de ce qui se passe chez les exotiques, c'est-à-dire les Indochinois, les Indiens, les Pakistanais, etc., les Chinois, à plus forte raison. Bien, l'informateur de police était un personnage un peu doué de capacité de romancier, et à partir de quelques contacts qu'il avait en bavardant avec des gens qui avaient participé aux réunions, il a reconstitué
c'est pas impossible. Ou bien il y avait carrément une taupe, quoi. Que dans l'équipe, il y en ait quelqu'un qui était un indicateur de police au sens le plus strict du mot. Mais on sait des choses. Donc, des policiers faisaient des suivis et des enquêtes sur eux. C'est intéressant. Quand je rédigeais la biographie de mon père, j'ai trouvé beaucoup de rapports concernant la surveillance de ces jeunes communistes chinois par la police secrète française. La police veut se débarrasser de ces communistes devenus trop bruyants, trop gênants. Rappelé par le Parti communiste chinois, Zhou Enlai quittera la France en 1924. Deng Xiaoping fuira en 1926, juste avant d'être arrêté par les autorités françaises. Ils rejoindront l'URSS pour parfaire leur formation de révolutionnaires. Dès lors, ils ne se consacreront plus qu'à une tâche, répandre leurs idées et installer le communisme en Chine. Le mouvement travail-études, à mon avis, est un événement important pour l'histoire chinoise. C'est le point de départ qui a permis à la Chine de découvrir son ère, découvrir le monde et le changer. Le programme Travail-études a été fondateur pour mon père. C'est un de ces moments où tu te trouves à un carrefour et où tu choisis ton chemin. À son retour en Chine, il a choisi la voie de la révolution. À mon avis, cette première lutte qui a fini par échouer lui a permis de forger sa volonté, lui a enseigné à lutter avec acharnement pour son rêve. Après ça, il était prêt à ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. 31 janvier 1964. Le président Charles de Gaulle reconnaît la légitimité de la République populaire de Chine. La République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique. C'est une question de vision pour lui. La Chine allait être un acteur majeur de notre propre avenir et donc il fallait, avec la Chine, avoir des relations de compréhension, d'intelligence et c'est ce qui a été engagé. L'établissement de la relation diplomatique entre la Chine et la France était un événement important dans l'histoire de la diplomatie chinoise. J'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années, mais c'est resté ancré dans ma mémoire. Un grand peuple, le plus nombreux de la Terre. On ne pouvait plus ignorer l'existence de la Chine. Il se peut que, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. La France devient ainsi le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Chine de Mao Zedong. La politique internationale est bousculée. Mais les négociations ont surtout été menées par le Premier ministre Zhou Enlai et Chen Yi, le ministre des Affaires étrangères. Zhou Enlai, dès qu'il rencontre les Français, il y a au moins un langage commun. Si on l'a choisi pour dialoguer avec les Français, ce n'est pas sans raison. Parce qu'il a de l'humour. Quand il rencontre les amis français, la première phrase qu'il dit, c'est « J'aime la France » et en français. En tant que diplomate, je sais combien c'est important. Parler le langage de son interlocuteur les rapproche tout de suite. L'amitié franco-chinoise est une histoire de visite. Celle de Georges Pompidou, premier chef d'État français en Chine, puis de Deng Xiaoping, qui démarre sa tournée occidentale en France. C'est aussi une histoire de symboles. C'est enfin une histoire de mots, comme ceux de François Hollande, citant Deng Xiaoping. Nous traversons la rivière
en nous appuyant sur les pierres. À tâtons, disait-il, pour ne jamais tomber. 100 ans après le lancement du mouvement Travail-Études, Chinois et Français sont devenus partenaires, amis. Cette relation historique est née d'un rapprochement audacieux et de rencontres indéfectibles. 我们都知道，中国共产党老一代领导人中，很多是在法国赴基求学的。周恩来、蔡和森、陈毅、邓小平就是他们中的佼佼者。